Bien, Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin, ça tombe bien. Ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'homme du discours des Nations Unies. À propos de quoi? De l'Irak. Vous venez d'entendre le président de la République, François Hollande. Première réaction? Que le président de la République aille en Irak dans une période de crise, pourquoi pas? Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'annonce par le président Obama de la formation d'une grande coalition pour engager la 3e guerre d'Irak. C'est une décision, je pèse mes mots, absurde et dangereuse. Absurde et dangereuse. Absurde et dangereuse. Pourquoi? Parce que il serait temps que les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis tirent les leçons de l'expérience. Depuis l'Afghanistan, ça fait 13 ans, nous avons multiplié les interventions militaires. Afghanistan, Irak, Libye, Mali, pour quel résultat? Il y avait, en 2001, un foyer de crise terroriste centrale. Aujourd'hui, il y en a près d'une quinzaine. C'est dire que nous les avons multipliés. Je dis bien, nous les avons multipliés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État islamique, Daesh, comme le disent les anglo-saxons, c'est l'enfant monstrueux de l'inconstance et de l'arrogance de la politique occidentale. Guerre en 2003, irréfléchie, départ en 2011, précipité, et puis soutien jusqu'au bout au régime d'un Premier ministre irakien, M. al-Maliki, qui a fait le jeu confessionnel en opposant les chiites aux sunnites. De la même façon, en Syrie, nous avons lâché les opposants, les rebelles syriens au milieu du gué, faisant le jeu à la fois du régime de Bachar el-Assad et en même temps des extrémistes djihadistes. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, la montée en puissance de l'émirat islamique, de l'État islamique à grande vitesse, ils étaient quelques milliers il y a quelques mois, aujourd'hui on en dénombre entre 20 et 30 000, eh bien c'est la conséquence de nos incohérences. Alors aujourd'hui, aller faire la guerre dans cette région, qui est une région meurtrie, frappée par les crises identitaires, c'est prendre le risque de cristalliser, de coaliser un certain nombre de forces, une fois de plus contre nous. Et nous rendons à cet État islamique le service qu'ils attendent, c'est-à-dire de constituer... Les considérer et constituer... Considérer que c'est l'adversaire numéro un. Exactement, l'ennemi absolu. Les mettre en scène. Nous leur donnons un statut et surtout, nous facilitons considérablement le recrutement. Qu'est-ce qui va se passer? En un rien de temps, eh bien, ces forces terroristes vont voir les recrues arriver de tout le monde arabe. Et donc nous allons les renforcer là-bas et nous allons les renforcer ici, chez nous. C'est dire que le risque terroriste devient à peu près immaîtrisé et immaîtrisable. Pourquoi? Parce que nous avons renoncé à faire de la politique. Nous avons renoncé à faire de la diplomatie. Et pour faire une bonne politique et une bonne diplomatie, il faut d'abord tirer les leçons de ces erreurs. La guerre contre le terrorisme, la guerre dans des crises identitaires, c'est jeter de l'huile sur le feu. Donc, il y a fort à parier que nous allons faire la guerre, effectivement, face au califat en Irak et en Libye. En Syrie. Demain, on voudra nous convaincre qu'il faut aller faire la guerre à nouveau. En Libye? Contre le califat en Libye. C'est dire qu'à chaque fois qu'on fait une guerre, il s'agit d'en recommencer une autre pour réparer notre incompétence et notre incapacité à régler les problèmes. Donc absurde, politique absurde. Et dangereuse. Et dangereuse. Absurde et dangereuse. Clairement, est-ce que la France doit participer à cette coalition? Pas comme ça. Il y a bien sûr quelque chose à faire et on ne peut pas rester sans agir face à la menace j'allais vous le dire. Vous posez la question. Islamiste. Mais pas comme ça. La première chose à faire, c'est qu'il faut, et c'est la seule façon d'agir efficacement, toujours respecter la règle de droit. Les démocraties, quand elles s'affranchissent de la règle de droit, quand elles s'affranchissent du droit international, eh bien, commettent à chaque fois une erreur majeure. Deuxièmement, cette région, il ne convient pas de la brusquer, de la violer et de la précipiter à nouveau dans une guerre. Il convient de lui faire prendre ses responsabilités. Mais il n'y a pas d'urgence avec le drame vécu non seulement par les chrétiens d'Irak, mais d'autres populations. La guerre en s'appuyant sur des États fragiles, sur des régimes souvent corrompus, que nous avons mis en place. Ne fait que le jeu de la crise, nourrit la crise. Donc il convient d'abord de faire en sorte que ces États prennent leurs responsabilités. Et les Américains, comme les Européens, ont eu raison
d'encourager le départ d'Al-Maliki pour avoir ce nouveau Premier ministre, M. Al-Abedi. Et c'est là-dessus qu'il faut construire. Pourquoi? Parce que l'État islamique, ces terroristes ne sont rien si on arrive à dissocier leurs forces des tribus sunnites qu'on a contribué à pousser dans leurs bras, des anciens de l'armée de Saddam Hussein qui n'ont pas eu d'autre perspective, souvent torturés par l'armée américaine, que d'aller rejoindre les rangs de ces terroristes. Donc, faisons de la politique, faisons de la diplomatie, mais surtout, mettons au premier rang les États de la région. S'il y a une coalition à former, c'est une coalition des pays du Moyen-Orient. Pourquoi? Il y a deux drames aujourd'hui qui agitent le Moyen-Orient. C'est l'opposition, la guerre, au sein de la communauté chiite, au sein de la communauté sunnite, notamment Turquie, Qatar, face à l'Arabie Saoudite et autres États. Mais surtout, c'est la guerre entre la communauté sunnite et la communauté chiite. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc il faut mobiliser ces États, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ces pays, à eux seuls, ils ont 600 avions de guerre. Et alors nous voulons, nous, prendre la tête de cette coalition. Personne n'est dupe. La coalition avec les 40 États, c'est en fait une coalition dirigée par les Américains qui mèneront les combats. Et une fois de plus... Est-ce qu'on doit y participer militairement avec nos avions? Enfin, si nous avons encore les moyens. Dans ce contexte, si nous avons encore les moyens. Dans ce contexte, c'est une cause perdue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que fait le président de la République, c'est quoi? C'est de la communication? C'est irréfléchi? On réagit, on se précipite après avoir rien fait pendant des années, on se précipite sous le coup de l'émotion, et à juste titre, la décapitation de 2 journalistes dans les conditions les plus barbares, et sous la pression de la politique intérieure, parce que Barack Obama n'irait pas dans cette région s'il n'y avait pas une forte pression intérieure. On voit la situation politique de la France, et on peut s'inquiéter de voir un président s'engager dans cette affaire avec la situation de crise intérieure que nous connaissons. Il y a des précédents. Est-ce qu'il est allé chercher du crédit? Guy Mollet, sous la 4e République, s'est engagé dans l'expédition de Suez, s'est engagé en Algérie. Vous savez, un État faible doit être très prudent en ce qui concerne la chose militaire. À juste titre, Hervé Gattegno rappelait tout à l'heure que le seul bouton qui aujourd'hui est susceptible de marcher, c'est le bouton militaire. Moi, je pense que le bouton qu'il faut activer dans cette période, c'est le bouton diplomatique. La diplomatie, mais pas la diplomatie de la promenade, la diplomatie d'action. La diplomatie d'action. Or, cette diplomatie-là ne fonctionne pas suffisamment. On le voit en Ukraine. On le voit en Ukraine, où il y a un travail qui n'est pas fait et qui doit être fait pour donner des garanties de sécurité, pour donner des garanties de neutralité, pour donner des garanties de respect du droit international. Ce travail n'est pas fait pour réconcilier la Russie et l'Ukraine. Il y a un travail à faire sur le terrain diplomatique. Donc à chaque fois c'est la même chose, on laisse la situation en jachère et on croit que par la force, par le raccourci militaire, on va régler les problèmes. On ne fait que les aggraver. C'est une fuite en avant. François Hollande est allé chercher du crédit en partant en Irak, en menaçant ou en participant à une coalition militaire internationale. Ne faisons pas de procès d'intention sur un sujet aussi grave. Il est manifeste qu'il y a une compensation aujourd'hui à travers la politique étrangère et surtout le levier militaire, une compensation à la situation de crise nationale. Est-ce que Barack Obama consulte le Congrès? Angela Merkel, le Parlement. Et en France, comme ça, tout à coup, le président de la République, qui est chef des armées, décide d'engager des forces militaires françaises. Est-ce que, sur le terrain, est-ce que c'est acceptable aujourd'hui? Ma conviction, c'est qu'il y a deux légitimités indispensables. La première, elle est nationale. Très curieusement en France, alors que nous avons souvent de bonnes intuitions sur le plan international, eh bien, nous faisons comme les autres, nous avons perdu cet esprit d'indépendance, nous avons perdu cette capacité à proposer et à imaginer différemment pour trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a un suivisme français qui, personnellement, me choque. Mais la deuxième légitimité, c'est la légitimité internationale des Nations Unies. On ne peut pas faire fi de cette légitimité-là. On voit bien que dans cette affaire, le diable est dans les détails. Les règlements de compte vont commencer sur le terrain entre les différents pays de la région. Que faire avec l'Iran? Que faire avec la Syrie? Est-ce qu'il faut associer l'Iran? Mais bien sûr, mais aujourd'hui... À cette coalition? Bien sûr, à cette coalition. En tout cas, l'Iran doit être dans le jeu et il faut précipiter le règlement de la question nucléaire pour avoir l'Iran mobilisé, puisque c'est l'Iran qui est présent sur le terrain. De la même façon, pour l'ensemble des pays de la région, qu'on doit forcer à dépasser leurs différences, leurs oppositions et leurs rivalités. Mais il y a 3 problèmes différents qu'il faut distinguer. Il y a un problème local, c'est le problème de l'Irak et c'est le problème
problème de la Syrie. Il faut éviter l'enquistement de l'État islamique. Mais est-ce qu'on peut éliminer l'État islamique sans coopérer avec Bachar al-Assad? Alors, c'est difficile de coopérer avec un régime criminel comme celui de Bachar el-Assad, mais il faut certainement reprendre les choses là où on les a laissées, avec la rébellion syrienne, pour retisser les fils et refabriquer une organisation sérieuse et solide à travers l'armée syrienne libre. Donc là, il faut reprendre les choses, mais c'est là où ce sont des processus longs, et cet effet d'annonce à travers une grande coalition qui laisse penser qu'on va en quelques mois régler ce problème terroriste, alors que le terrorisme fleurit partout, eh bien, je pense que c'est une erreur et une faute. La Libye, catastrophique. Mais de la même façon, la Libye, la solution en Libye, elle est politique. Comprenez bien, c'est pas avec des canons, c'est pas avec des bombes qu'on règle des problèmes aussi compliqués. 3 grandes régions, une multiplication de tribus en Libye. On a eu tort de renverser Kadhafi, on a eu tort d'intervenir militairement en Libye. On a eu tort de le faire comme ça. On a eu tort de le faire comme ça. On a voulu précipiter les choses, on a engagé une politique de changement de régime, et le résultat, on a creusé une crise. Est-ce que les présidents de la République successifs font la guerre pour exister? Je n'arrive à me poser cette question, Dominique de Villepin. La tentation est là. Il y a le sentiment de puissance à travers l'outil militaire. Il y a le sentiment de pouvoir agir sur la scène internationale et agir sur le monde. À la vérité, si on regarde en arrière, depuis 13 ans, toutes ces interventions sont des échecs. Donc il faut réfléchir et éviter la multiplication. Est-ce que demain, on va intervenir contre Boko Haram au Nigeria, nouveau califat? À chaque fois, on voit se multiplier ce risque terroriste. C'est par la coopération en matière de renseignement, la coopération policière, la coopération judiciaire. C'est un travail qui n'est pas suffisamment fait, mais qui demande de l'humilité, de la discrétion, du secret et une très forte mobilisation. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 3 niveaux sur lesquels il fallait agir. Il y a le niveau local, il y a le niveau régional, pour éviter cet affrontement entre les communautés, et il y a le niveau international, qui est le grand problème du djihadisme. Il y a 3000 Tunisiens qui se battent actuellement en Irak-Syrie. Il y a plus de 1000 Français. Comment faire pour arrêter cette hémorragie? Ce n'est certainement pas en envoyant nos militaires là-bas que nous réussirons à endiguer ce flux. Alors, l'Union européenne, en parlant de l'Ukraine, je voulais parler de l'Ukraine, l'Union européenne a instauré de nouvelles sanctions contre la Russie, qu'elle accuse d'alimenter l'instabilité en Ukraine. Petro Poroshenko promet que la Crimée redeviendra ukrainienne. On est loin d'avoir résolu cette crise, Dominique de Villepin. On est sur le fil du rasoir. Il y a une possibilité aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu qui tient à peu près. Il y a, les sanctions sont naturelles, indispensables? Les sanctions marquent clairement à Vladimir Poutine la nécessité aujourd'hui de régler cette affaire, sans quoi il y a des conséquences à long terme pour lui. On voit bien le jeu, une victoire à court terme pour la Russie, mais à long terme, un coût extrêmement lourd. Donc, comment régler cette affaire? Eh bien, il faut mettre sur la table l'ensemble des éléments, effectivement discuter d'un statut particulier pour les régions qui, aujourd'hui, sont en question, éviter le pire, notamment pour la région de Mariupol et la région de Dniepropetrovsk. Il y a là un mouvement qu'il faut régler. À travers quoi? À travers une garantie de neutralité, une garantie de sécurité donnée pour la Russie sur le risque d'encerclement par l'OTAN de la Russie. Et en contrepartie, il faut une garantie de respect du droit international. Et ça pose la question d'un nouveau référendum en Crimée qui permettra de trancher le sort de la Crimée. Donc je pense qu'il faut pousser la négociation, aller plus loin, le faire pacifiquement. Et je crois que dans ce contexte-là, on a une chance de réussir. En France, Nicolas Sarkozy va s'engager dans la course à la présidence de l'UMP. Est-ce que vous le soutenez? Alors, en France... Vous allez le soutenir, Jean-Jacques Bourdin, en France, d'abord, ne négligeons pas d'aborder, avant toute chose, la situation dramatique de notre pays. Alors, on peut discuter du jeu politique, mais d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais attendez, parce que ce qui me frappe, personne n'en parle. Personne ne dit aujourd'hui qu'il y a quelque chose à faire. François Hollande est en Irak. Personnellement, je préférais qu'il soit en France. Et personnellement, je souhaiterais qu'il tire les leçons de la situation dramatique dans laquelle nous sommes pour voir ce qu'il peut faire. Alors je voudrais quand même suggérer une action. Parce que je suis gaulliste et qu'il y a un homme qui a utilisé tous les leviers possibles de la Ve République, tout ce que permet la Constitution de 58, c'est Général de Gaulle. La démission, la dissolution, le référendum et le gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un gouvernement d'union nationale, tant les choses sont difficiles entre la majorité et l'opposition. Par contre,
on peut imaginer un gouvernement courageux qui mette sur la table un certain nombre de réformes et essaye de créer des majorités à géométrie variable sur certains projets. Et on peut imaginer un président de la République qui, pour sortir de la situation, puisqu'aujourd'hui il est politiquement condamné, sortir de la situation dans laquelle il est, pour ne pas chercher à tergiverser, à chercher à faire des petits compromis de la politique politicienne, comme il a pu le faire quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste, mais bien régler un certain nombre de problèmes français, en tout cas les mettre sur la table. Faisons des référendums sur les 3-4 grands sujets. Vous lui demandez d'organiser un référendum 3-4 grands sujets, en préparant plusieurs référendums par des conférences de consensus à travers le pays, en mobilisant la société civile, en travaillant avec l'ensemble de la classe politique. Réforme du marché du travail, éducation, réforme de l'État, de façon à ce que les Français puissent choisir. Et puis qu'il en tire les conclusions. On ne va pas perdre quasiment 3 ans à ne rien faire et à voir le pays s'embourber. Donc référendum, si c'est non, le référendum, c'est l'arme noble qui permet de donner la parole aux Français. Et les Français vous demandez ce matin l'organisation d'un ou de plusieurs référendums. Je demande à ce que la politique reprenne le chemin du courage, alors que nous connaissons aujourd'hui le chemin de la honte et de l'humiliation. Vous avez été à l'ENA avec François Hollande, Dominique de Villepin. Vous avez vu cette expression qu'on lui attribue, que Valérie Trierweiler lui attribue, les 100 dents à propos des plus modestes, des plus pauvres. Avait-il le mépris des plus pauvres? Non. Écoutez, là-dessus je veux être parfaitement clair. Le François Hollande que je connais n'est pas celui qu'on pourrait imaginer à travers cette expression. La vérité, elle est différente. Et d'une certaine façon, ce livre contribue à faire apparaître celle-là, même si ça n'intéresse personne. C'est la solitude du pouvoir. Comment un homme s'enferme alors qu'il est au pouvoir. C'est un homme seul. Comment un homme s'enferme. Comment un homme cède parfois au mensonge, en tout cas à la tentation de renier ses promesses. Ça, c'est le drame de la politique. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, nous le voyons bien, il n'y a pas d'homme providentiel et la politique est un chemin de croix pour tout le monde. Il faut que ce sacrifice soit fait, c'est difficile, mais ça implique de ne jamais oublier l'objectif qui est le service des Français. Et dans ce contexte, la politique politicienne nous éloigne des réalités. On voit bien aujourd'hui que, et la droite et la gauche, tout ça n'a pas de sens. Aujourd'hui en France, il y a quoi? Il y a 65 millions de Français qui n'aspirent qu'à une chose, changer les choses. Changer les choses. Alors il y a ceux qui veulent le coup de balai, et il y a ceux qui se disent, bah tiens, on va essayer de reconstruire politiquement quelque chose. Mais prenons en compte cette colère qui monte, prenons en compte ce sentiment d'humiliation, prenons en compte le blocage. Ce chemin de croix, vous avez envie de le vivre? Ah, mais la question pour moi ne se pose pas. C'est fini. J'ai eu beaucoup de chance en politique. C'est fini. Pas d'élection. Si je suis là, c'est pour apporter mon témoignage, pour apporter ma réflexion. Ça restera du témoignage. Pour apporter mon expérience. Éventuellement ma contribution à travers quelques idées, mais je suis convaincu qu'il faut changer la politique, faire monter les nouvelles générations. Vous n'engagerez plus. Exactement, faire monter les nouvelles générations, recruter. Mais oui, mais c'est fini. Mais c'est la seule condition. Bon. C'est à cette condition que je peux exprimer librement ce que je pense. Bon, alors justement, librement, est-ce que Nicolas Sarkozy est l'homme providentiel? Nicolas Sarkozy va prendre sa décision dans quelques jours. Il sera candidat à la présidence de l'UMP. Et je pense comme vous qu'il sera candidat. Et il va signer des engagements. En tout cas, une promesse. Une première promesse. D'abord, Nicolas Sarkozy a changé. Il a changé. Il a changé. Je veux le croire. Vous l'avez rencontré plusieurs fois. Je veux le croire. Il a tiré les leçons de l'expérience du pouvoir, de l'échec au pouvoir et des blessures des épreuves qu'il a traversées. Deuxièmement, il y a un défi formidable à relever, et ça c'est aussi un engagement. Comment refaire une grande formation politique? Comment construire une offre politique nouvelle, modernisée, plus en phase avec le citoyen, au-delà des partis? C'est un défi formidable. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'imaginer pour quiconque, et certainement pas non plus pour Nicolas Sarkozy, un chemin de gloire. C'est pas un chemin de gloire qui se présente à celui qui s'engage en politique, c'est un chemin de devoir. Et tous les Français sont là à aujourd'hui guetter celui qui ment ou celui qui respectera ses promesses. Et il y a un troisième devoir pour celui qui aujourd'hui brigue la tête d'un mouvement d'opposition. C'est de faire en sorte que la compétition en 2017, c'est-à-dire de grandes primaires ouvertes, donne leur chance à tous. Et de ce point de vue-là, je n'oublie pas mon ami Alain Juppé, parce que je suis fidèle en amitié. Il y a des talents dans l'opposition,
Il y a des talents dans l'opposition. Faisons en sorte que cette compétition soit ouverte. Une compétition Alain Juppé et Nicolas Sarkozy est bonne pour le pays, est bonne pour la France, est bonne pour votre famille politique que vous avez réintégrée. De quoi souffrons-nous? De quoi souffrons-nous? D'un manque d'idées, d'un manque de générosité, d'un manque d'imagination en politique. Eh bien, faisons en sorte que les talents puissent s'exprimer et se dépasser. Il n'y a pas de... C'est pour ça que vous parlez de ralliement. Mais non, mais vous avez quand même dit Nicolas Sarkozy, c'est l'une des plaies de la France, vous l'avez dit. J'ai dit que c'était l'un des problèmes. À un moment, Nicolas Sarkozy avait cédé je me souviens de la violence de votre confrontation. Parce que je ne mâche pas mes mots en politique. Oui. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il avait cédé, je parlais du discours de Grenoble, à la tentation d'activer des clivages et des divisions qui me paraissaient inutiles. Mais vous savez, la politique, c'est la comparaison. Depuis, on a la gauche au pouvoir, on a François Hollande au pouvoir, et c'est pour ça que je me suis permis de dire à cette antenne que j'avais été injuste. C'est vrai qu'à la comparaison, je préfère l'énergie de Nicolas Sarkozy à une France qui s'enfonce. Vous soutenez Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP? Je ne suis pas à l'UMP. Non, mais j'ai la chance d'être indépendant. Moi, je suis comme la France gaulliste avant le retour dans l'OTAN. Je crois qu'il faut des hommes politiques capables de dire les choses de façon indépendante. J'aime l'indépendance. Donc je dis ce que je pense. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une chance qui se présente pour Nicolas Sarkozy. Il y a un certain nombre d'engagements qui vont être pris ou qu'il prendra. Eh bien, veillons à ce que ces engagements soient respectés pour le service de notre pays. Je ne me résigne pas à ne plus croire en la politique. Vous savez, regardons ce qui se passe en Europe. Quand vous voyez ce qui se passe en Écosse, quand vous voyez ce qui se passe en Catalogne, on voit bien, les gens ne croient plus à la politique. Ils doutent de plus en plus de la capacité de l'État-nation à les emmener où que ce soit. Eh bien, finalement, ils se replient sur les provinces, sur des entités plus petites. Veillons à ce que la politique ne soit pas discréditée, et ce qui emporte une partie de la gauche aujourd'hui, ce qui menace le président de la République et le gouvernement, eh bien, doit être une incitation d'autant plus grande pour l'opposition, d'autant plus grande pour ceux qui vont prendre leurs responsabilités, pour avancer face aux Français en pleine transparence et sans promesses vaines et non tenues. Dominique de Villepin, 8h58.